Il n'était pas censé être un dictateur, juste un autre homme de parti sans visage. Mais à un moment, Xi Jinping a arrêté de suivre les règles et a commencé à les changer. Ce qui s'est passé ensuite allait changer non seulement son héritage, mais aussi la Chine elle-même. Comment cela s'est-il produit et quel en a été le prix ? Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrons comment Xi est passé d'un responsable provincial méconnu à l'homme qui a transformé l'avenir de la Chine. L'histoire de Xi commence loin des couloirs du pouvoir, dans une Chine encore meurtrie par la guerre et en quête de direction. Né en 1953, Xi Jinping a vu la Chine encore marquée par les divisions et la guerre. Le sang de la Seconde Guerre mondiale venait à peine de sécher, et les communistes sortaient tout juste victorieux de la guerre civile. Il y a seulement 4 ans, Mao Zedong proclamait sur la place Tiananmen la fondation de la République populaire de Chine, promettant à son peuple « plus jamais ça ». Pendant des siècles, la Chine avait été l'une des civilisations les plus avancées de la Terre, jusqu'à ce qu'elle subisse ce qui allait être connu sous le nom de siècle de l'humiliation. Autrefois autosuffisante mais isolée, elle est devenue vulnérable après les guerres de l'opium. Des puissances étrangères ont divisé son territoire, puis une alliance de 8 nations a pillé et humilié le pays lors de la révolte des Boxers. Les espoirs de la Chine d'un traitement équitable après la Première Guerre mondiale furent vite déçus, et quelques décennies plus tard, elle subit l'occupation brutale du Japon durant la Seconde Guerre mondiale. C'était un pays à genoux lorsque Mao est arrivé et a promis d'arrêter l'hémorragie. Le père de Xi, Xi Zhongxun, était l'un des hommes dévoués à remettre la Chine sur les rails. Dans les années 30 et 40, il fut un héros communiste révolutionnaire, emprisonné durant la Terreur blanche alors que les nationalistes commettaient des meurtres en série. Il a ensuite progressé au sein du Parti communiste, reconnu pour sa modération et ses méthodes non militaires pour calmer les troubles. À 6 ans, Xi Jinping était issu d'une famille de l'élite communiste, son père travaillant sous le premier ministre Zhao Enlai, bras droit de Mao. Xi était lui-même considéré comme un prince héritier. Tout s'est effondré, le parti s'est divisé, et Mao isolé, est devenu paranoïaque et impitoyable. De 1958 à 1962, Mao lança le grand bond en avant, une tentative mal avisée de faire de la Chine une superpuissance industrielle. Du jour au lendemain, une famine catastrophique tua des dizaines de millions de personnes. Des villages entiers moururent de faim, en mangeant de l'écorce, tandis que les cadres locaux peinaient à remplir des quotas impossibles. Ils tuaient des paysans accusés de vol de grains. Toute critique des politiques de Mao pouvait mener à une accusation de comportement contre-révolutionnaire. Et c'est ainsi que Xi Zhongxun a eu des ennuis après une enquête. Il a été accusé de soutenir les éléments droitiers et de sympathiser avec ceux qui remettaient en cause la direction de Mao. Xi Zhongxun a été publiquement dénoncé et privé de ses titres lors de la purge menée par Mao. Pour lui, toute personne déloyale envers Xi Jinping recevait une leçon de vie. Même les héros, tels son père adoré, pouvaient disparaître soudainement. Il a appris que pour survivre en politique, il fallait être prudent, avoir les bonnes personnes autour de soi, et être impitoyable. Enfant, il avait vécu dans de prestigieuses maisons des quartiers résidentiels de l'élite de Pékin. Désormais, il était au centre de l'ouragan. Son père a été rétrogradé, muté directeur adjoint d'usine, puis emprisonné. Mais pour le jeune Xi, le premier ministre Zhao Enlai était l'incarnation d'un bon dirigeant, réfléchi, mesuré, qui plaçait les gens avant l'ambition personnelle. Plus tard, il le décrira comme un exemple exceptionnel et un modèle de vertu communiste. Si Zhao était stable, Mao avait perdu la raison. En 1966, alors que la famille Xi faisait face à des difficultés, Mao lança la révolution culturelle, bouleversant la vie de Xi, alors âgé de 13 ans. Mao, guidé par le petit livre rouge, a bâti son culte de la personnalité et créé les gardes rouges. Des millions de jeunes citoyens chinois zélés, prêts à purger la nation des capitalistes réactionnaires et des espions. Alors que les politiciens étaient persécutés, intellectuels, artistes, écrivains et universitaires étaient traqués, battus et tués par des bandes de jeunes voyous idéologiques. Les maisons familiales auraient été saccagées, leurs occupants jetés à la rue. Les étudiants saisissaient leurs professeurs par les cheveux, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, les frappant parfois à mort, tandis que les témoins craignaient d'être les prochains. À la 3e école secondaire pour filles et pour filles de Pékin, ils ont sorti le vice-principal et l'ont tué à coups, alors qu'ils rièrent de ses cris. Ils ont laissé un message sur le mur. Vive la terreur rouge. Des dizaines de millions ont souffert. 1 à 2 millions ont été tués. Familles et voisins se sont retournés les uns contre les autres. Souvent, les accusés n'étaient que des victimes de rancune personnelle. Un professeur strict détesté d'un élève, un mari voulant quitter sa femme. Et au milieu de toute cette folie et de cette violence se trouvait le jeune Xi, sa famille étant désormais perçue comme une ennemie de la révolution.
Sa mère, Qixin, était une révolutionnaire communiste fidèle, mais son nom avait été sali. Ayant refusé de dénoncer son mari, elle a été humiliée publiquement. La sœur de Xi Jinping, est morte au milieu du chaos, mais personne ne sait exactement comment. Elle a peut-être été tuée par les gardes rouges, ou s'est donné la mort, préférant la mort à la torture qui l'attendait. Xi a lui-même été rééduqué, envoyé à la campagne pour creuser des fossés, réparer des routes, construire des barrages et vivre dans des grottes avec d'autres bannis. L'un de ses derniers souvenirs de Pékin est d'avoir été exhibé sur scène avec sa mère, tandis que la foule huait et crachait. Traumatisé, il a survécu avec ingéniosité, manquant de nourriture, d'électricité et de transport. Coincé, il n'en avait pas fini dans sa grotte et lisait chaque soir à la lampe à pétrole. Il ne jouait jamais au poker avec les gars. Il ne s'intéressait pas aux filles. Il lisait simplement et fumait des cigarettes. D'après Liu Haoshang, un agriculteur qui le connaissait, comme son père, il était déterminé à devenir quelqu'un. À 18 ans, il a intégré la Ligue de la jeunesse communiste, au début de sa vingtaine. Xi a postulé 9 fois au Parti communiste, et a été rejeté à chaque fois, chaque refus étant une punition pour les crimes supposés de son père. Il aurait pu en vouloir au parti, mais Xi ne s'en est pas détourné, il l'a embrassé. En 1974, il devint membre officiel du parti et secrétaire de section. Un an plus tard, il étudiait le génie chimique à l'université Tsinghua de Pékin. Après avoir obtenu son diplôme en 1979, il a passé 3 ans comme secrétaire personnel de Zhang Biao, un ancien ami de son père, vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale. Après la mort de Mao en 1976, Deng Xiaoping dirigeait le parti communiste au sein du gouvernement central chinois. Il était devenu connu comme l'un des grands dirigeants de la Chine, l'homme qui a ouvert le pays au capitalisme mondial. Sa vision du socialisme était unique, une adaptation chinoise pour gouverner sans stabilité. Il disait que rien n'était réalisable, et que pour accomplir quoi que ce soit, la Chine devait être ouverte et industrieuse. Le parti gouvernait de façon autocratique. « Croyez en nous », disait-il à son peuple, « et nous vous apporterons un niveau de vie dont vous rêvez depuis toujours. » Globalement, il a tenu sa promesse. Au fil des décennies suivantes, 850 millions de personnes ont quitté la pauvreté. Le niveau de vie s'est considérablement amélioré, tout comme les soins de santé et l'espérance de vie, dans un pays que l'Occident qualifiait de miracle économique. En 1980, le comité central a officiellement innocenté le père de Xi des accusations politiques. Il a rapidement retrouvé un poste élevé en politique, ce qui allait faciliter la progression de son fils. Décrit comme réservé et distant, sans doute à cause de sa jeunesse tragique, Xi était ambitieux et avide d'apprendre. En 1985, à 32 ans, secrétaire local du parti dans la province de Hei, Xi prit l'avion avec 5 délégués pour les États-Unis, le pays des opportunités. Il a séjourné chez une famille d'agriculteurs dans l'Iowa, étudiant l'agriculture et la production alimentaire américaine, découvrant ce qu'il a plus tard décrit comme la gentillesse des Américains ordinaires. Ces jours-là, disait-il, étaient inoubliables. Ils ont très probablement façonné sa vision de ce que la Chine devrait devenir, forte, moderne et autonome, mais avec moins de liberté d'expression bien sûr. Il est ensuite devenu vice-maire de Xiamen, Fujian, et en 1987, il a épousé la chanteuse et générale Peng Liyuan. Pendant longtemps, Peng Liyuan était bien plus célèbre que lui. La plupart des Chinois reconnaissaient sa femme plutôt que lui. Dirigeant du parti à Fuzhou, Xi a commencé à se faire remarquer. De 1999 à 2002, il a favorisé les investissements étrangers et laissé la ville dans une bonne situation économique. Lorsqu'il est devenu gouverneur provincial en 2000, il a maintenu cette orientation, favorisant la croissance tout en vivant modestement dans un petit dortoir et en évitant le luxe des autres responsables. Eh bien, c'est la légende. Mao prêchait le sacrifice, mais festoyait comme un roi entouré de jeunes femmes dans ses villas privées. Que l'image humble de Xi soit réelle ou non, les médias d'État en ont fait un évangile et une légende. Il semblait propre, compétent et discipliné quand tous paraissaient corrompus. Il a émergé en 2002 comme gouverneur du Xinjiang, puis est devenu secrétaire du parti de la province l'année suivante. Il a bâti une base là-bas. Après avoir attiré des investissements grâce à ses politiques, les gens l'appréciaient. Il était discret, humble et réservé, sans être corrompu par le système ni attiré par le luxe. Comme Zhao, là est son père, sa mentalité de gagnant et son honnêteté lui ont valu le poste de secrétaire du parti. À Shanghai, la ville a été secouée par un scandale de fonds de pension, qualifié par les médias chinois de pire corruption depuis des décennies. Des hauts responsables avaient mal géré environ 900 millions. C'était énorme à l'époque, une vilaine tâche pour un gouvernement sous surveillance. Des dizaines de responsables ont été condamnés à des peines de 3 ans à la perpétuité pour corruption, détournement et abus de pouvoir.
Cependant, les citoyens devenaient frustrés par la corruption au cœur de leur pays. Dans ce climat de doute, Xi, incorruptible et pur, a été perçu comme capable d'apaiser la méfiance. En 2012, il a parcouru les États-Unis, rencontrant Barack Obama à Washington et découvrant à Los Angeles la proximité de la pauvreté et du luxe, ainsi que la présence d'héroïne haut de gamme. Bientôt, les médias chinois évoquèrent les dangers des valeurs occidentales, et ils n'avaient pas tort, mais cette critique servait de propagande, consolidant un jour le pouvoir de Xi. Pour beaucoup de Chinois, il semblait presque parfaitement sage, traditionnel mais moderne et cosmopolite, comme les médias chinois qualifiaient leur pays de phare de stabilité à travers le monde. Il savait galvaniser une foule. Il est ensuite devenu secrétaire général du Parti communiste et président de la commission militaire centrale. Soudainement, il prononçait des discours qui ressemblaient, un peu à ceux d'Obama. Il disait que le peuple chinois méritait de vivre le rêve chinois. Il a passé sous silence la partie sur la poursuite du bonheur, mais il a promis que chaque citoyen devrait avoir une bonne éducation et un emploi qui ne se contente pas de payer les factures, mais qui permettent aussi d'épargner. Tout le monde, disait-il, méritait la sécurité à la vieillesse, un meilleur logement, de meilleurs soins de santé, une vie meilleure en général. Après avoir pris le contrôle du parti, il a promis d'étendre la puissance chinoise via l'initiative La Ceinture et la Route. Il veillerait à ce que le pays ne subisse plus l'humiliation de la domination étrangère, ni, je cite, un abîme de grande souffrance. La Chine deviendrait, je cite, prospère, forte, démocratique, culturellement avancée et harmonieuse. Si la partie démocratique prête à confusion, pour Xi, la démocratie représente les intérêts fondamentaux du peuple. Il voulait dire qu'ils seraient consultés sur les politiques, pas qu'ils éliraient leurs dirigeants. Selon Xi, la démocratie à la chinoise exigeait simplement que les citoyens suivent l'esprit national, le patriotisme et le travail acharné. Et il a promis d'éradiquer une fois pour toutes les politiciens corrompus. Mais voici le problème avec sa croisade contre la corruption. Ce qu'il appelait mettre les tigres en cage, ainsi que piéger les mouches, pouvait être interprété comme une purge. Mao n'a jamais avoué qu'il renforçait son pouvoir ou réduisait les critiques par la violence. Il appelait cela une révolution, tout cela pour le bien commun. Les tyrans ne s'avouent jamais. Était-ce une réforme ou une purge? Un des plus grands tigres à tomber fut Zhao Yongkang, chef de la sécurité et des agences de maintien de l'ordre en Chine. Il était responsable des tribunaux, de la police, des agences de poursuite et du renseignement. C'était un homme très puissant. Maintenant un tigre en cage, le plus haut fonctionnaire de la République populaire de Chine, jamais arrêté pour corruption. Les accusations incluaient la réception d'environ 20 millions en pots de vin et la divulgation intentionnelle de secrets d'État. De nombreux Chinois se sont réjouis. Durant son règne, il a écrasé la dissidence sous couvert de stabilité sociale. Mais cela nécessitait beaucoup de tyrannie, permettant à lui et son cercle de recevoir des pots de vin des personnes intimidées. Était-il coupable? Il semble. Eh bien, il l'a admis. Mais bien sûr qu'il l'aurait fait s'il voulait sauver sa famille. Le prochain tigre à tomber fut Bo Xilai. Comme Zhao, il comptait parmi les 25 membres du Politburo, le cercle dirigeant le plus puissant de Chine. Bo avait été secrétaire du parti à Chongqing et avant cela, ministre du commerce. Il avait acquis un statut de star en réprimant le crime organisé, jusqu'à ce que les médias commencent à le qualifier de plus grand gangster de Chine. L'était-il vraiment? Il en avait le profil. Villa à Cannes, petites amies glamour, produits de luxe. La politique semblait très lucrative. Sur le papier, il gagnait 22 000 par an, mais le Guardian a indiqué que les actifs familiaux valaient environ 136 millions. Sa femme a ensuite été condamnée pour le meurtre d'un homme d'affaires britannique. Oui, elle avait donc raison. Bo était corrompu. La corruption semblait omniprésente, et Xi ciblait ceux qui ne le soutenaient pas, comme Mao autrefois. Il a aussi fait tomber Xu Caihao, haut gradé de l'armée populaire de libération et membre du Politburo. Les médias d'État l'ont appelé tigre militaire. Arrêté en octobre 2014 pour avoir accepté d'énormes pots de vin, il est décédé 6 mois plus tard d'un cancer. Xi a accompli de nombreux actes nobles. Il a aboli le système brutal de rééducation par le travail en Chine et tenté de limiter l'influence des responsables sur les tribunaux. Il a demandé aux hauts cadres de réduire leur luxe. Moins de cortèges, des banquets plus simples, moins de biens coûteux. Cela n'a pas aidé la Chine à progresser dans les classements mondiaux de la corruption, mais sa croisade est largement approuvée dans le pays. Les analystes favorables à Xi, en Orient comme en Occident, estiment qu'il devait éliminer les tigres car ils étaient la tête des parasites. Ils pensent qu'il est sincère.
Lorsque Wikileaks a publié un télégramme provenant d'un des amis de Xi, cela lui a effectivement donné l'air d'avoir une certaine intégrité. Quand il a dit que Xi sait à quel point la Chine est corrompue. Donc peut-être qu'il essaie de faire le ménage. Mais comme nous l'avons dit, les analystes qui s'opposent à lui affirment que tout cela n'est qu'une question de consolidation du pouvoir. Si c'est vrai, il a sûrement beaucoup nettoyé. Lors de sa chasse aux tigres, Xi a destitué une douzaine de hauts militaires, 5 dirigeants nationaux et de nombreux cadres supérieurs d'entreprises publiques. Environ 294 tigres ont été remis en cage. Les hommes de Xi auraient écrasé environ 23 millions de mouches, jusqu'en 2023 moment où sa chasse s'est ralentie. En 2018, il s'est ouvert la voie pour devenir empereur à vie, en supprimant la limitation du nombre de mandats présidentiels. Ce changement constitutionnel a été adopté sans difficulté par le Congrès national du peuple. Sur près de 3000 votes, seuls 2 ont dit non, et 3 se sont abstenus. Xi n'ordonne peut-être pas à ses jeunes citoyens d'exécuter leurs professeurs à coups de botte, mais on peut dire qu'il a désormais accumulé plus de pouvoir que Mao n'en a jamais eu. Il est intouchable, alors qu'essaie-t-il de faire ? Il faut bâtir un système pouvant concurrencer les démocraties occidentales, avec ses propres dirigeants au sommet. Les médias chinois ne permettent pas de remise en question, le public doit y croire. Il doit presque sembler divin pour que son système soit transmis aux générations futures. Il pense agir pour le bien commun. C'est pourquoi les jeunes étudiants chinois d'aujourd'hui grandiront en étudiant la pensée de Xi Jinping sur le socialisme aux caractéristiques chinoises pour la nouvelle ère. À l'université, l'étude sera approfondie. Même le personnel des usines chinoises recevra une dose de la rhétorique et philosophie de Xi. Entre 2 pauses cigarettes, Xi dresse la vision d'une nouvelle terre promise, tandis que beaucoup de Chinois voient dans l'Occident consumé par l'addiction, le désespoir et la violence. Cependant, cette confiance cache un risque connu. Un pouvoir intouchable favorise corruption et favoritisme, comme sous la dynastie Qing. Xi a déclaré que la seule chose qui devrait importer pour ses citoyens, c'est la mère patrie. La nation, la culture et la voie socialiste chinoise. Il appelle cela les 4 identifications qui mèneront à la grande renaissance de la nation chinoise et au rêve chinois. Les discours ou expressions qui entravent cela seront censurés et les citoyens gênants seront retrouvés et réprimés. Cela a poussé certains des détracteurs de Xi à le qualifier de dirigeant le plus autoritaire depuis le président Mao. Lorsque la commission centrale d'inspection disciplinaire interroge ceux qui sont accusés d'hérésie au sein du parti, elle agit avec très peu de supervision. Les suspects risquent une détention illimitée sans accès à un avocat. En juillet 2015, plus de 300 avocats en droits de l'homme, militants et collaborateurs ont été détenus en Chine pour des accusations vagues, comme la subversion ou la provocation de troubles. La Chine s'est ouverte économiquement mais reste verrouillée sur les libertés, avec Xi Jinping seul détenteur de la clé. Cela crée un effet dissuasif, où les gens ont peur d'exprimer leurs opinions, et les responsables politiques à tous les niveaux craignent de bouleverser l'ordre établi. Le bureau du directeur du renseignement national des États-Unis l'a clairement affirmé. Xi Jinping a réellement combattu la corruption. Mais il vise aussi toute personne coupable d'indiscipline politique ou d'impureté idéologique. Des phrases qui ressemblent moins à une réforme et davantage à quelque chose tiré du manuel de Mao ou de Staline. Xi dirige fermement, mais la majorité de son peuple semble l'apprécier. Plus important encore, ils lui font confiance pour tenir sa promesse de les aider à réaliser leurs rêves chinois. Ils croient qu'il représente l'ordre dans un monde de chaos. Nombreux sont ceux qui voient la liberté américaine comme une force déstabilisatrice mondiale. Alors ils acceptent qu'ils doivent obéir à leur chef inébranlable. Mais un jour, ils pourraient regretter d'avoir préféré l'autoritarisme à une liberté politique imparfaite. Et s'ils le font, ils ne pourront rien changer, sauf en cas de nouvelle révolution. Xi ne dirige pas seulement une nation, il conçoit un système durable pour l'avenir. En Occident, on pense que les autocraties s'effondrent à cause de conflits internes, et qu'un régime oppressif n'est pas viable. Actuellement, en Chine, on affirme que l'Occident échoue. Les médias chinois ont récemment affirmé que la démocratie allait mal dans plusieurs pays occidentaux. Dans un état pire que dans les années 1930, incapable de tenir ses promesses. Il y a sans doute du vrai, mais l'autoritarisme est-il la solution ? Pare-feu, surveillance, dirigeants déifiés, médias contrôlés et films censurés, seul le temps dira quelle vision perdurera. Xi Jinping contrôle la Chine moderne, mais son ascension rappelle celle d'un dirigeant plus sombre. Découvrez pourquoi Mao Zedong fut le tyran le plus brutal et comment son règne a marqué l'histoire. Ou regardez cette vidéo.